à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Vision Chine, Waikolun Kan Zhongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV une artiste peintre qui rencontre un très fort succès en Chine, Sophie Tedeschi. Bonjour Sophie. Bonjour Sylvie. Sophie, vous êtes diplômée de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Vous exposez en France, aux États-Unis et vous êtes très sollicitée en Chine. C'est bien ça? Oui, on peut dire depuis 23 ans maintenant. C'est ça. Parce qu'à l'âge de 28 ans, vous avez tenu votre première exposition internationale et vous êtes ainsi devenue la première femme française à exposer au Musée national des beaux-arts de Pékin. Oui, ça a été une aventure merveilleuse et surtout une chance incroyable. Et comment a commencé cet échange culturel, en fait, ce lien culturel en 1994? Un peu, comme j'ai dit, la chance, et ça fait partie un peu du hasard et aussi d'une destinée. Je me retrouvais avoir beaucoup travaillé déjà à l'âge de 28 ans mes peintures et mon père a trouvé la direction de la Chine par hasard et il a trouvé que ce pays était tout à fait pour moi. Et donc, quand nous nous sommes rendus, on a eu rendez-vous avec le directeur des expositions, M. Wang Mirou, et le grand directeur du Musée des Beaux-Arts, qui était Zhang Zhimo. Et là, d'un seul coup, ils ont apprécié en fait mes peintures, mes 80 peintures que je montrais en photo. Et comment est-ce que vous décririez votre style? Est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure justement de vos voyages en Chine? Est-ce que lors de ce premier voyage, vous travailliez déjà à l'encre de Chine sur du papier de soie? Comment est-ce que... Ah non, au départ, j'ai présenté juste des peintures à l'huile. Oui. Et malgré mon jeune âge, quand même, j'avais vraiment un travail assez conséquent. Et puis après l'exposition, la première exposition, beaucoup de grands peintres d'écoles d'art sont venus, etc. Et donc, on a déjà tout de suite fait un échange, parce que moi aussi, j'aimais bien tenir le pinceau. Et donc, on a échangé ensemble. Et là, j'ai rencontré la peinture à l'encre de Chine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après ma première exposition, j'avais acheté le matériel et j'ai fait de l'encre de Chine. Tout a commencé avec votre père en 1994, qui vous a conseillé ce pays, qui a dit que c'était un pays pour vous. Voilà, donc ça a commencé comme ça par mon père qui adorait les artistes, qui adorait les arts. Et donc je pense aussi qu'il y a eu une connivence avec les Chinois aussi, parce qu'on était une famille très artistique en fait. On n'est pas venu dans un esprit commercial, mais on était vraiment venu dans un échange culturel. Et votre père est lui-même peintre, peut-être artiste? Non, il ne l'était pas, mais il aimait beaucoup les arts et il avait une grande connaissance de ce milieu. Donc en fait, on est venu vraiment par intérêt culturel et par intérêt de découverte pour l'art. Sophie, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous revenir avec nous sur votre premier voyage en 1994? Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous? La gentillesse des Pékinois. C'était vraiment, et tout le monde était tellement gentil, c'était incroyable. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis le charme, du coup, comme tout le monde est gentil, on est charmé. Et ça, c'est quelque chose qui... Bon, le charme est un petit peu en train d'être moins présent parce que les villes deviennent gigantesques. Et donc, on perd un peu cette relation humaine et cette qualité. Mais en 1994, c'était juste le démarrage et c'est vrai que c'était incroyable. Sophie, pour le Nouvel An chinois, vous avez donné en direct une démonstration de calligraphie à l'encre chinoise? Oui, j'ai eu la chance de participer au grand show de BTV pour le Nouvel An chinois. Donc c'est tous les étrangers qui sont en Chine, qui font quelque chose, soit du théâtre, de la peinture, peuvent proposer quelque chose. Et donc moi j'ai fait la proposition d'une peinture en dansant, comme... Et là, c'était devant le public. Je peignais, je dansais, je faisais une encre de Chine. Vous peignez et dansez en même temps? Oui, ça, j'ai fait ça aussi en 1994 pour ma première vidéo au Musée national. Et donc, bon, on sait que j'aime bien la danse. Et là, je faisais ça. Et puis, il y avait aussi un défilé de mode de mes créations de peinture. Et donc, je faisais une peinture et à la fin, c'était la robe. C'était en quelle année, ça? En 2005, j'ai oublié, 2003.
Mais c'était vraiment vu par des millions de Ah oui, spectateurs. C'est ça qui est fascinant en fait. Depuis, vous avez fait quand même beaucoup de chemin, hein, puisque depuis votre première exposition au Musée des Beaux-Arts de Pékin en 1994, vous avez à plusieurs reprises exposé votre travail dans les plus grands musées de Chine, les musées les plus prestigieux. Il y a eu Shanghai, à Shenzhen, à Zhuhai, Dongguan, à Wuhan, Qingdao et beaucoup d'autres villes. Ouais, Xi'an. Voilà. Vous avez aussi Fuzhou, animé, Xiamen. vous avez aussi animé plusieurs conférences. Vous avez été invité sur différentes chaînes chinoises. Vous avez donné beaucoup d'interviews. Vous avez même fait une intervention en direct pour une chaîne de télévision chinoise. Comment ça s'explique que vous êtes autant sollicité par la Chine? Qu'est-ce qui plaît autant dans votre travail, si je puis dire, aux Chinois? Ce qui plaît, en fait, bon, d'abord moi j'aime beaucoup la Chine et puis j'aime beaucoup la peinture. Et je pense que la Chine aime beaucoup la peinture. Et donc déjà la passion d'un métier nous réunit. Il faut savoir qu'en Chine, la structure de la peinture est très forte. Les artistes, les associations, les écoles d'art, les universités. Donc il y a une grande structure pour accueillir les artistes. Et la passion que je déploie pour mon travail et pour la peinture en général, je pense, attire. Après, pour mon travail aussi, ma peinture... Bon, elle est riche de poésie, d'imagination, d'invention, et en plus, je possède comme eux un peu l'encre et j'ai la couleur, et puis peut-être ils ont la curiosité, et comme moi j'ai la curiosité de connaître leur peinture. C'est un apport mutuel en fait. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez aussi évoqué la place de l'artiste, du peintre dans la société. Rémi Aron, président de la Maison des Artistes, que nous avions reçu plus tôt sur le plateau, avait souligné la différence de la place dans la société française et dans la société chinoise, la place de l'artiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, la place est un peu différente, c'est surtout la structure. Je pense qu'on devrait surtout s'inspirer de la Chine sur comment elle a conçu la structure culturelle de la peinture. C'est une structure très importante qui permet vraiment d'être très solidaire, or que nous, les artistes, nous sommes très isolés, les artistes européens, très individuels, or que les artistes chinois sont beaucoup plus ensemble et ont vraiment une grande possibilité d'action, d'exposition, de réunion et de dissertation entre eux pour faire avancer, j'allais dire, la peinture. Okay. Alors, ça se retrouve aussi dans beaucoup d'éléments d'autres, la danse, la musique. Et du coup, l'art est un vrai métier, n'est pas quelque chose de secondaire. Ah, le pauvre, il est artiste. Il a une place entière. Bien sûr, il faut aussi beaucoup travailler. C'est pas voilà. Mais l'art, de façon générale, le peintre en Asie est un petit peu mieux coté puisqu'on le différencie d'une personne ordinaire quelque part. Il est un peu d'emblée. C'est un artiste, c'est normal. Il fait des choses pas comme tout le monde. Je crois qu'en Chine, vous l'aviez évoqué, en Chine, les expositions sont plus courtes au niveau de la durée, qu'en France, elle laisse peut-être un roulement plus d'artistes. Voilà, c'est ça. Ça permet justement cette formation en fait, les expositions de courte durée permettent en fait de pouvoir exposer bien plus d'artistes au cours d'une année et de faire aussi un roulement, c'est-à-dire d'établir vraiment comme on peut, les vernissages, etc. Tout est bien organisé, c'est toujours la même chose qu'on répète et finalement ça permet à plein d'artistes de pouvoir exposer, à plein de musées de pouvoir travailler, etc. Combien de temps dure à peu près une exposition? 10 jours, 10 jours, mais ça peut aussi être plus court. Oui. Surtout ce qui est important, voilà, des mois, des années. Ouais. Et ce qui est important en Chine, c'est surtout qui préside votre exposition. C'est-à-dire est-ce que ça serait l'équivalent du commissaire d'exposition ici ou non, ça n'a rien à voir? Oui, c'est un peu, c'est pas les commissaires, non, c'est ceux qui. Parce qu'en France, on n'a pas le président d'exposition. C'est typiquement chinois, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son rôle, comment il s'organise ce président d'exposition?
C'est pas ceux qui président les expositions, ce sont les organisateurs. Donc les organisateurs doivent être des instituts chinois, des écoles des beaux-arts. Et leur rôle en fait dans l'organisation de l'exposition? Eh bien, ça montre qu'il y a une plus grande, un soutien en fait, voilà, qui soutiennent cette exposition. Donc ça veut dire une reconnaissance des gens du métier. Ils apportent leur nom. Voilà, donc une reconnaissance des gens du métier. Et ce n'est pas une seule personne qui décide, c'est plusieurs personnes en fait. Et surtout, c'est le peintre qui est mis en avant et pas le commissaire des expositions. Bien que bientôt, sur les grandes villes, il y a aussi le style un peu étranger où il y a les commissaires d'exposition, etc. Mais quand même, c'est toujours le peintre qui est quand même placé en avant par rapport au commissaire des expositions. Et qu'est-ce que la Chine et vos différents voyages en Chine, la culture chinoise, les Chinois, vous ont apporté dans votre vie au quotidien? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ils m'ont appris, ils m'ont appris beaucoup de choses, on va dire. Ils m'ont appris de toujours recommencer en fait, de toujours continuer, de toujours s'engager. Grâce à eux, en fait, ça fait 25 ans que je poursuis une carrière formidable qui ne s'arrête pas et qui toujours avance et se développe. Je pense qu'ils m'ont donné beaucoup de dynamisme envers ma création parce que je dois toujours remplir des expositions, donc je suis toujours en train de développer mon imagination pour mieux apporter de plus belles expositions. Donc ils m'ont donné en fait une vie de travail. Et dans votre travail, comment est-ce qu'on ressent votre amour pour la Chine? Alors il y a la matière bien sûr, la première l'encre, le papier, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on retrouve dans vos œuvres? L'amour pour la Chine, parce que j'ai beaucoup d'amis peintres et puis je ne sais pas si ça se traduit vraiment dans mon travail, l'amour pour la Chine, mais c'est surtout l'amour de la peinture. Et je crois que dans un pays qui développe tellement la culture, qui aime tellement la peinture, eh bien évidemment ça se ressent. Voilà. Et par la peinture, en fait, vous avez appris à mieux connaître la Chine, la culture, les Chinois, si je ne me trompe pas, ou le pays en lui-même. Vous êtes passé par la peinture. À travers vos voyages, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont particulièrement marqué dans votre parcours? Ah oui, ils m'ont appris en fait la connaissance de la Chine, l'histoire de la Chine, puisque j'ai pu aller voir des villes où vraiment, je reviens justement de Dunhuang, où j'ai pu voir justement cette culture des bouddhistes du 5e siècle où j'ai pu dessiner dans les grottes. Ils m'ont appris à voir la vie différemment, à avoir une autre philosophie des choses et donc avoir cette richesse d'une double culture. Ce qui m'a surpris dans mon dernier voyage à Dunhuang, parce que j'ai eu la chance qu'on m'ouvre quelques grottes qui ne sont pas autorisées au public, c'était ces milliers de Bouddhas. Cette infinité de Bouddhas, ça rend ce lieu tout à fait magique et sacré. C'est la lumière aussi le soir venu, comme on est aux portes du désert, ou même on est dans le désert. Hein, c'est incroyable, la lumière nous fait magnifique. J'ai été surprise par cette qualité de lumière et de même d'air. L'air est beaucoup plus sec, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous avez peint durant ce voyage en Chine à Dunhuang ou pas? Ah oui, à chaque fois pour peindre j'ai pu peindre à l'intérieur des grottes, enfin, c'est une demande qu'il faut faire, qui a été acceptée. Et donc j'étais toute seule là dans le noir avec un guide et c'était magnifique. J'étais seule avec Bouddha et j'apprenais aussi cette culture, ce lieu de passage. Et est-ce qu'il y a encore des aspects de la Chine, des villes que vous aimeriez visiter ou peindre peut-être? Ah ben oui, parce qu'en fait j'ai fait 34 villes, mais sur l'ensemble du pays, il me reste encore énormément. Donc je me suis dit que j'ai une vie pour parcourir toute la Chine. Que vous voudriez faire la prochaine aussi? La prochaine peut-être le Guizhou.
Et puis, oui, parce que c'est là où il y a, je crois, quand même beaucoup de minorités ethniques. Ouais, voilà, c'est des régions moins, bon, des régions pauvres, hein, comme le Gansu, mais qui ont aussi cette, voilà, cette culturelle minoritaire d'habits, de chants, voilà. Donc ça, c'est quand même superbe à voir parce que maintenant en Chine, ça se mondialise et ça évidemment on est un petit peu triste, même si les Chinois sont très contents parce que c'est la modernité qu'ils épousent et ils ont bien raison. Nous on est un petit peu frustrés, mais dès qu'on échappe aux grandes villes, comme je vous ai dit, on découvre vraiment la Chine et sa culture. Et quand vous allez en Chine, alors qu'est-ce que vous aimez particulièrement faire? J'imagine qu'il y a peut-être un endroit où vous y allez, dès que vous avez la possibilité, peut-être dans les montagnes, rivières, des habitudes que vous avez quand vous allez en Chine. Les habitudes, bon, ce que j'aime bien faire, évidemment, ce sont des expositions et rencontrer le public et notamment surtout les étudiants en art, aller voir leurs ateliers, voir leurs écoles et cet échange avec les étudiants, ça me plaît beaucoup. Ça me permet aussi de parler un petit peu chinois avec eux. Et puis, ce que j'aime bien faire, c'est manger la bonne nourriture chinoise et dès que je peux pouvoir sortir des grandes villes et effectivement voir cette magnifique nature qu'offre la Chine, encore des paysages. Bon, là, je reviens toujours de Laoshan, mais l'année dernière, j'étais à Fanhuang. C'était magnifique, quoi. Dès qu'on sort des grandes villes, on rencontre une nature et des villes splendides. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez de votre dernier voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, nous raconter ce que vous avez vu là-bas, ce que vous avez fait pendant un mois et demi? Pendant un mois et demi, j'étais à l'école, j'étais à l'université à Qingdao, à l'université de Ligon Tasue. Et j'étais devant ma chambre donnée sur le stade de sport. Donc tous les matins, j'étais réveillée par le dynamisme des jeunes élèves chinois qui s'entraînaient dès 6h30. Donc je partais moi aussi du bon pied et puis je donnais quelques cours, des conférences et puis je faisais mon exposition. Et vous donniez des cours, des conférences sur la calligraphie, sur la peinture française? Sur ma peinture, en fait, je présente mon travail et j'explique comment le message que je délivre, donc mon imagination. Je donne quelques clés de la création. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, qu'est-ce qui vous inspire, quel est le message que vous passez à travers vos différents tableaux? Ça dépend des peintures. Il y a des peintures qui ont des notions un peu prémonitoires, comme le voleur de gratte-ciel. Il y a des peintures qui ont plus des thèmes actuels, comme la pollution. Donc ça peut être le cheval se roulant sur la fumée. Il y a des peintures qui sont plus dans le sens décoratif, le déploiement de la couleur, l'infinie beauté. Ça peut être la végétation, etc. Donc j'explique en gros comme ça chaque peinture d'une façon assez simple, parce que d'abord la peinture il faut la regarder plus que l'écouter. Je pense que les amis chinois ont une soif d'apprendre la peinture occidentale, de connaître comment on fait. La question du comment on fait est très importante en fait pour eux-mêmes pouvoir progresser. Ils ont toujours envie d'apprendre. Mais au fond, la peinture, ça s'apprend et ça ne s'apprend pas. Il faut surtout, quand on est peintre, la faire et écouter son intérieur. C'est ce que j'essaie de dire à mes élèves, en fait. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants chinois recherchent aussi cet intérieur. Et donc, on verra dans quelques années des choses extraordinaires venant d'un pays, évidemment, qui consacre beaucoup pour tous les étudiants en art. Et en revenant un petit peu sur vos différents voyages, tous les voyages que vous avez fait 38 villes, c'est bien ça? 38 villes. Quel regard vous portez sur l'évolution? Parce que vous voyez d'un œil quand même, finalement français, l'évolution de cette ville, de ce pays, pardon. L'évolution est plutôt dans le bon sens. Tout se développe d'une façon spectaculaire, comme une grande... Qu'est-ce qui est le plus remarquable? La richesse du développement, par exemple, aujourd'hui on peut rejoindre toutes les villes en voiture par les autoroutes, ça c'est incroyable, et puis les trains à grande vitesse qui sont vraiment très pratiques. Donc
on peut se rendre partout à l'heure actuelle en Chine sans problème. On dit je suis là, je vais aller là, c'est très facile finalement. Bon, ça prend un peu de temps parce que les distances sont immenses, mais on se retrouve dans une grande voie de communication. C'est ça qui est spectaculaire. Sophie, quels conseils vous pourriez donner aux artistes, aux peintres qui souhaiteraient exposer en Chine? Surtout de beaucoup travailler la peinture parce qu'aujourd'hui les grandes écoles d'art de Chine sont vraiment très avancées dans la peinture. Je veux dire qu'ils prennent la chose très sérieusement, tout le monde travaille énormément la peinture, donc il faut montrer quelque chose, une recherche, une vraie recherche. Il faut surtout, voilà, c'est ça. Durant donc votre carrière, si je puis dire, en Chine internationale, quel a été le souvenir le plus marquant là? Est-ce que ça a été votre apparition peut-être en direct pour le Gala du Nouvel An chinois? Qu'est-ce qui a été pour vous Pour moi, c'est toujours la première exposition au Musée national. 94. Et puis en 1996, la deuxième exposition au Musée national. Parce que, comme on sait, le Musée national, c'est le rêve d'un peintre. Ouais. Pour une fois dans sa vie. Alors j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Et puis c'est le musée national, c'est vraiment le plus grand musée de Chine. Et des expositions personnelles, c'était à mon âge, c'était magnifique. Et vous avez exposé combien de fois encore après cette première fois en 94? 96, ouais. Première collection du Musée national des peintures étrangères. Donc la mienne, la main prenant un bain de soleil. Ouais. Et justement, c'était pour dire aux artistes, faire attention de ne pas se brûler la main quand on a trop d'ambition. Oui. Et puis, j'espère surtout une 3e exposition au Musée national. Ça, j'y travaille d'ailleurs. J'ai les peintures presque prêtes, mais il faut trouver les partenaires financiers. Mais voilà, c'est mon rêve. Et quelqu'un vous aide dans tous ces processus, trouver des partenaires, contacter les musées en Chine, ou vous gérez toute seule finalement? J'ai géré toute seule tout le temps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis en Chine dans la peinture qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont facilité. Et puis après, j'ai fourni bien sûr le courage, mais ils m'ont beaucoup facilité. Mais je fais quand même un peu tout toute seule. Vous parlez chinois, j'imagine. Oui, mais mal. Avec un accent. Voilà, avec un accent. Donc des fois, ils ne comprennent pas, mais bon, il faut répéter plusieurs fois. Mais c'est surtout que, oui, je fais tout toute seule, mais j'espère un jour trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Ça demande, j'ai beaucoup de temps, comme tu peux savoir, comment on dit ça, de secrétariat à résoudre. Oui. Voilà. Et tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce que j'ai appris de la Chine. Eh bien, c'est surtout d'accueillir. Oui. Parce qu'en fait, les Chinois savent accueillir et surtout savent en premier offrir. Et j'espère que je sais aussi le faire. Sophie, quels sont vos projets ? Mes projets, c'est toujours de continuer mes expositions en Chine. Donc, j'ai fait tout un parcours. Je suis allée cette année à Qingdao, Dunhuang, Lanzhou. Et je pense peut-être que l'année prochaine, je ferai la même chose, mais en exposition de nouveau. Et puis aussi, bon, je sais que je vais partir aussi en Corée faire une exposition. En Corée, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, mais je reste fidèle à la Chine. Ça, c'est la grande amie pour toujours. Très bien. Sophie, on espère en tout cas que vous allez réexposer au Musée des Beaux-Arts en Chine. Et on espère aussi pouvoir vous revoir en direct sur une chaîne chinoise. Merci beaucoup Sylvie. J'espère évidemment de tout mon cœur de pouvoir exposer pour la 3e fois au Musée national de Chine. Et je te souhaite aussi beaucoup de téléspectateurs pour Mandarin TV, qui est vraiment formidable, car je peux, grâce à Mandarin TV, toujours pouvoir entretenir mon chinois grâce aux séries et aux films que vous diffusez. Merci beaucoup Sophie, c'est très 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 gentil. Merci. Merci bien. C'est la fin de votre émission Vision Chine avec Sophie Tedeschi. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.